Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler, je vais dire du Judgment Day. Bon, globalement oui, on va en parler, mais de Elimination Chamber. Voilà un show qui m'a pas mal déçu, euh, de par déjà les résultats qui sont beaucoup trop prévisibles. Je pense que quasiment tout le monde a bien pronostiqué tous les matchs. Je pense que c'est compliqué de ne pas en pronostiquer un de bon. Voilà, alors peut-être le chamber masculin, voilà, en fonction des préférences. Peut-être que certains imaginaient LA Knight contre, contre Seth Rollins, chose qui n'arrivera certainement pas cette année, peut-être l'année prochaine ou au SummerSlam. En tout cas, jamais de ma vie j'aurais vu LA Knight en main event de WrestleMania cette année. Mais j'en suis sûr qu'il y en a qui ont sûrement voté pour lui, pour Bobby ou Randy Orton, ce qui aurait pu se tenir. Mais Drew McIntyre restait quand même, en fonction des histoires récentes, le plus logique. Voilà, le chamber féminin, il y a zéro surprise. Voilà. La compagnie était elle-même en train de teaser la victoire de Becky Lynch avant même que le show ait lieu. Ce qui est trop bizarre, quoi. 2 semaines avant de déjà te teaser Becky Lynch à WrestleMania contre Rhea. C'était très très chelou. Mais voilà. Donc déjà, le côté prévisible m'a un peu gâché le show, mais pas plus que ça. Il y a quand même des matchs que j'ai trouvé, enfin où j'ai passé des bons moments malgré le résultat prévisible, malgré le fait que je sois fait spoiler, parce que voilà, l'intro va être un peu longue. N'oubliez pas, il y a les chapitrages comme d'habitude. Si vous voulez sauter l'introduction, je vous en voudrais pas, mais ce que je vais raconter va quand même pas mal expliquer les notes que je vais mettre. Donc si ça vous fait chier, passez directement au chapitrage, au match qui vous intéresse. Mais du coup, vous allez avoir l'air con si vous mettez des commentaires en mode oui, je comprends pas la note de ce match-là. Parce que globalement, je vais expliquer un peu les conditions dans lesquelles j'ai regardé Elimination Chamber. Donc, pour faire simple, Elimination Chamber est diffusé le samedi matin, puisqu'ils sont en Australie, diffusé le soir, et du coup, pour nous, à l'heure où ils diffusent, il était 11h du matin chez nous, à part pour le kick-off. D'ailleurs, kick-off que j'ai pas regardé, parce que pareil, il n'y a aucune construction pour le match, que dalle, donc je dis, je vais pas me faire chier à regarder un match où il y a zéro construction, où on met juste Indy Hartwell, parce qu'elle est australienne. Pourtant, pour ceux qui regardent mes vidéos d'NXT, vous savez que j'aime énormément Indy Hartwell, mais là, flemme de regarder un match sans construction, et on se doute bien que les championnes ne vont pas perdre leur titre. Bref. Du coup, diffusé le samedi matin. Moi, le samedi matin, enfin même le samedi, globalement dans la journée, j'étais en famille, donc pas de possibilité de regarder Elimination Chamber. Je pensais le regarder le soir, et finalement le soir, on a continué à passer du temps en famille, à checker des trucs sur internet ensemble, et tout, faire des petits jeux, du mode blind test et tout. C'était plutôt sympa, c'est très rare. En général, quand on est en famille, c'est pour faire des soirées films ou mater des petits épisodes d'une série télé et tout. Mais genre faire des petits jeux comme des blind tests ou des trucs comme ça, c'est assez rare qu'on fasse ça en famille. Donc c'était plutôt sympa, donc j'allais pas rater un petit moment familial comme ça pour regarder un show de catch que je peux regarder quand je veux, quoi. Euh, du coup, déjà le samedi, pas pu regarder et j'ai commencé à me faire spoiler des matchs, notamment la victoire de Becky Lynch. Et forcément, petit à petit dans le week-end, j'ai commencé à me faire spoiler tout le reste. Bien que ce soit du spoil entre guillemets, parce que de toute façon, vous pouvez regarder l'onglet communauté dès le vendredi. Je crois que j'avais fait le pronostic vendredi soir, si je dis pas de conneries, et j'avais déjà tous les bons pronos. Donc, même pour le kick-off que j'ai pas regardé. Euh, donc, en fonction de ce que j'imaginais, c'est pas réellement un spoil, mais du coup, j'ai vu que tous mes résultats étaient bons, ce que j'aurais préféré voir pendant le show. Donc, déjà, le fait d'être spoilé, ça aide pas à passer un bon moment devant le match, parce qu'en fait, quand tu te fais spoiler et que tu regardes ensuite, et tu te dis juste en fait à quel moment il va gagner, à quel moment ça va se passer. Par exemple, quand il y a une near fall de l'adversaire, quand tu regardes en live, tu crois que l'adversaire il peut gagner. Par contre, quand tu t'es fait spoiler, en fait, t'y crois pas, t'as plus cette tension, ces trucs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, tu ne vis pas le match de la même manière quand tu t'es fait spoiler le résultat que quand tu vois le match en direct.
Voilà, c'est pas du tout le même ressenti. Bien que je me doutais des résultats, bah, par exemple sur des near fall et tout, comme il y a pu avoir dans le chamber masculin, bah, à aucun moment, tu vois, je crois que telle personne peut faire le tomber sur McIntyre, parce que bah, je sais déjà que mon prono était véridique. Bref. À la suite de ça, le dimanche, je me dis, bon, peut-être que je vais pouvoir le regarder, et là, catastrophe. D'ailleurs, ça fait que ma vidéo sur Pékin Express, elle sort aujourd'hui, le lundi. C'est n'importe quoi, alors que je l'ai tourné vendredi ou samedi. Euh, Ça sort le lundi parce que bah, plus de PC. Alors, je vous rassure, mon PC là, il est en train de revenir à la normale au moment où je vous parle. Mais de tout mon dimanche à aujourd'hui, là, il est quasiment 4 heures au moment où j'enregistre. On est lundi. euh, Mon PC sur lequel je travaille habituellement était en mode mise à jour. Et ça m'a saoulé parce que en plus il fait de longues mises à jour pendant une grosse partie de l'après-midi. Ensuite il est en mode ah ben on stoppe la mise à jour. Enfin je sais plus comment c'était marqué le message, mais en mode mise à jour annulée. Du coup annulation des modifications. Le truc est resté comme ça pendant des heures et des heures. En plus j'ai des potes qui m'avaient invité à aller boire un verre. Je me suis dit, ça va me détendre un petit peu de sortir voir des potes. Et voilà, du coup, obligé de changer de PC. Donc, j'ai pu récupérer mon PC blanc parce que j'en ai un noir et un blanc. Voilà. Mais du coup, j'ai récupéré mon PC blanc sur lequel je fais mon travail de stage pour regarder Elimination Chamber ce matin. Avec mon PC noir qui était toujours en train de ramer. En plus, ce matin, il fait une mise à jour système. Je dis enfin, on a changé d'écran pour revenir à l'écran. Les mises à jour ont été annulées. Annulation des modifications. Je fais putain, ça me saoule. Et le truc, il s'est redémarré au moins deux trois fois tout seul comme ça avant que là, vers 15h30, dans ces eaux-là, il ait décidé d'enfin me donner l'écran de base. Mais là, il galère un petit peu à redémarrer, hein, parce que bon, bah, ça fait quand même. Bon, après, pendant la nuit, j'avais quand même forcé l'arrêt parce que ça me saoulait. Mais, euh, mais bref, ouais, depuis hier matin que l'ordi est dans cet état, en train de faire des mises à jour, annulation de modification de mise à jour, machin. Ça m'a tellement énervé. En plus, je me suis dit, mais je suis en train de perdre toutes mes données de vidéos, je suis en train de perdre mon planning, mes machins, tous mes codes de chaîne YouTube. Et encore, les codes, je les connais, c'est plus les adresses. Parce que mes adresses, elles sont enregistrées sur YouTube, mais pas les mots de passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets une vidéo sur une chaîne, en gros, je clique sur l'adresse email qui est enregistrée sur Google et ensuite je tape mon mot de passe. Parce que ça, le mot de passe, je les enregistre jamais. Mais sur le coup, j'étais en mode oh putain, il y en a déjà, je me souviens plus c'est quoi les adresses email et tout. J'étais en mode oh, comment je vais faire. Bon, après, il y aurait toujours eu la solution de. Comment dire, de décortiquer l'ordi pour récupérer le disque dur et récupérer toutes mes données. Mais bon, je voyais bien que mon PC il était pas pété, mais ça me saoulait de le voir comme ça. Donc voilà un peu dans l'état mental que j'étais quand je regardais Nation Chamber, c'est que j'étais saoulé que mon matériel ne fonctionne pas. Donc être saoulé qu'un matériel ne fonctionne pas, les résultats trop prévisibles et qui en plus m'ont été spoilés, plus les matchs qui en soi sont pas non plus excellents, on va revenir dessus, bah, font que pour moi, Elimination Chamber, c'est une énorme déception. Malgré tout, je crois qu'il n'y a qu'un seul match qui a la moyenne. Les autres sont au-dessus de la moyenne. Il y en a qu'un qui frôle, qui était à deux doigts d'être en dessous de la moyenne. Mais j'ai pas voulu être trop méchant non plus parce que les conditions m'ont pas non plus permis de vraiment apprécier le show. Euh, mais voilà. Du coup, on va enfin passer au show. Donc d'abord le premier match, donc Elimination Chamber féminin, avec Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi et Raquel Rodriguez qui du coup j'ai vu ensuite sur les réseaux sociaux qu'apparemment elle a eu des petits problèmes de santé par rapport à des problèmes de peau.
Donc même si je suis pas fan de Raquel Rodriguez, j'espère que ça n'est pas grave, que c'est pas un truc du genre cancer de la peau et tout, je sais pas trop ce que c'est ce qu'elle a. J'avais vu le nom passer sur un post, mais j'ai pas retenu le nom de la maladie. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je souhaite pour elle, c'est que ça ne soit pas grave, qu'elle aille se soigner et qu'elle revienne dans le ring plus tard. Voilà, parce que j'aime ou pas un catcheur, une catcheuse, on leur souhaite jamais d'avoir des blessures ou des problèmes de santé qui certains peuvent être très graves, comme notamment Roman Reigns quand sa leucémie se déclenche. Voilà, on sait que ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, ce sont plein de choses qu'on ne souhaite jamais aux catcheurs, qu'on les apprécie ou non. Mon pronostic, évidemment, comme tout le monde, hein, je pense, c'était Becky Lynch. Hein. Voilà, je pense que personne ne croyait au prono des autres parce que Bianca Belair, elle n'a pas été construite pour vaincre Rhea Ripley. Tiffany Stratton, elle est arrivée il y a très peu de temps dans le roster principal, donc je la voyais très mal aller à WrestleMania dans un match pour le titre. Liv Morgan, elle faisait son retour à Royal Rumble, donc pareil. Naomi, exactement la même chose que Liv Morgan. Et Raquel Rodriguez, je crois que pareil, elle avait été absente un petit moment, elle fait son retour au Royal Rumble. Donc en fait, on a quasiment que des meufs qui sont revenues au Royal Rumble et qui ont gagné les matchs de qualification. À part Raquel Rodriguez qui elle a gagné une Battle Royale parce que vas-y, elle a pas perdu de match de qualification, mais allez, on fait plus les trucs de qualification pour ceux qui ont perdu les matchs, ils sont dit allez, on s'en fout, et puis on fait venir Raquel Rodriguez. Je sais pas qui aurait pu gagner si elle fait le truc à l'ancienne, mais bon, voilà, peut-être pas le meilleur choix quand on y repense à reculons, parce que quand on voit les problèmes qu'elle a eu, apparemment que ce sont des problèmes de peau qui peuvent être causés par le soleil, hein, parce que le temps aux États-Unis et le temps en Australie, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, à Koh Lanta, pour faire une parenthèse, euh, en ce moment ils sont en Polynésie, ou un truc comme ça, donc pas très loin de l'Australie, et justement, t'as un aventurier qui s'est fait un coup de soleil dans les yeux. Ouais, euh, je prends du temps pour vous laisser assimiler le truc, mais effectivement, en plus, c'est un gars qui vit en Normandie comme moi. Hein, là, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a de la flotte qui coule bien derrière. Euh, et du coup, effectivement, qui dit Normandie, qui dit temps plutôt pluvieux, nuageux. Alors, on a quand même beaucoup de soleil. Hein, faut pas non plus croire que c'est un lieu où il pleut tout le temps. On a quand même beaucoup de soleil, surtout l'été. Mais ça n'empêche pas que on n'est pas habitué à avoir un soleil aussi agressif que côté Polynésie, Asie du Sud, Australie, tout ça. Ce qui fait que le gars il est arrivé là, les yeux pas habitués à ce genre de temps, paf, et il a pris un sale coup dans les yeux. Donc c'est peut-être aussi un truc qui a pu arriver à Raquel Rodriguez, c'est que le changement de temps, changement de chaleur, le rapport au soleil qui est peut-être pas le même que là où ils ont l'habitude d'être aux États-Unis, euh, là, l'a bien secoué. Donc bref, ce sont des hypothèses, mais voilà. C'est tout ça pour dire que quand ton corps, des fois, n'est pas habitué à un certain climat, ça peut avoir des conséquences par la suite. Du coup, le match en lui-même était pas terrible. Honnêtement, je crois que c'est peut-être le pire Elimination Chamber féminin que j'ai vu de ma vie. Alors, ceux en Arabie Saoudite, il y en a eu un en Arabie Saoudite qui était pas terrible non plus. Mais comme je m'en souviens pas, difficile de faire le rapport. Mais moi, je me rappelle surtout d'un Elimination Chamber, je crois qu'elle a été gagnée par Alexa Bliss, où tu avais une trahison de Sasha Banks sur Bayley et tout. Enfin, celui-là, il était vraiment très bien. Il y en a eu quelques autres qui étaient bien, comme celui où Shayna Baszler avait défoncé tout le monde, même Asuka, alors que Asuka, c'était un des gros monstres du roster féminin. Bref, il y en a eu quelques excellents chez les femmes, mais alors celui-là, je trouve que c'est un des pires qu'on ait eu. Euh, et je me suis rendu compte en fait du problème d'Elimination Chamber qu'une fois qu'on arrivait, euh, comment dire, qu'une fois qu'on arrivait au Elimination Chamber masculin. Parce que je m'attendais à beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de combats dans le masculin que le féminin, parce que souvent vous remarquez que ce soit Money in the Bank, les matchs en cage, les matchs hardcore, ou tous ces trucs-là, vous remarquez que
la compagnie écrit les matchs en étant plus violents chez les hommes que chez les femmes. Alors ça veut pas dire qu'ils sont misogynes ou quoi que ce soit, mais quand vous regardez bien, souvent les matchs sont quand même toujours un peu plus intenses et violents chez les hommes que chez les femmes dans ce genre de stipulation. Euh, mais des fois, ça suffit quand même chez les femmes. Que là, ça suffit pas du tout, et vous comprendrez quand on arrivera au chamber masculin, ce qui m'a frappé aux yeux au bout d'un moment. Mais après, il y a eu tellement de chamber masculins qui existent, puisque ça existe depuis les années 2000, que bah, je me suis vite rendu compte en commençant à comparer à d'autres dans ma tête que je me suis dit en fait ouais il y a vraiment un problème cette année dans le chamber et qui fait que bah que en fait tu te fais chier quoi. Parce que là le chamber final je me suis vraiment fait chier. Parce que on commence entre Naomi et Becky Lynch, alors déjà je me dis ok, Naomi j'en ai rien à faire. De toute façon dans ceux qui ont été annoncés, Naomi Raquel Rodriguez sont deux catcheuses qui sont OSEF pour moi. Donc rien à faire. Bon, Liv Morgan, Bianca Belair, je suis contente de les voir, mais bon, un peu marre de les voir tout le temps en avant. Becky Lynch, la même chose, mais je savais qu'elle allait gagner, donc bon, bah, on peut pas dire grand chose. Tiffany Stratton, c'est la seule dont j'étais très content de sa présence. D'ailleurs, les Australiens aussi. Tiffany Stratton entre en troisième, pareil, c'est pas quelques petits trucs sympas, mais bon, ça reste très ennuyeux. Liv Morgan arrive en 4, pareil, voilà. Il y a juste le spot qui va éliminer Naomi, qui est plutôt sympa, puisque je crois que c'est Liv Morgan. Je me souviens plus trop du spot, mais j'ai vu dans la vidéo de Stury tout à l'heure, où je crois que c'est Liv Morgan qui saute du haut d'un pod et qui attrape Naomi au passage dans une sorte de neckbreaker ou des trucs comme ça. Le move par contre il était vraiment incroyable et du coup t'as Tiffany Stratton qui en profite pour faire un tombé un peu en traître sur Naomi qui d'ailleurs ressemble plus à un petit paquet. Euh, le spot là, franchement, lui il était bien. J'ai bien aimé ce spot là. Et Tiffany Stratton dégage Naomi. Ça, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais j'en étais plutôt content. Raquel Rodriguez qui rentre en 5 et Bianca Belair qui rentre en dernière. Pareil, il se passe pas grand chose d'hyper intéressant. Hein. Une fois qu'on a toutes les meufs, hein, pareil, il se passe pas grand chose. Il y a la Swanton de Tiffany Stratton sur Becky Lynch, Bianca Belair, Raquel Rodriguez depuis le haut d'un pod qui était plutôt sympa. On a Liv Morgan qui va aligner Tiffany Stratton avec une sorte d'Oblivion, alors que Tiffany Stratton était sur la deuxième ou troisième corde. Ça, c'était vraiment sympa. Même si Liv Morgan s'est pris une grosse huée du public. Ça, c'était marrant. Bianca Belair va éliminer Raquel Rodriguez avec un KOD qui était pas très beau. Après, on peut quand même remettre un peu en cause les problèmes de santé de Raquel Rodriguez qui est quand même montée sur le ring alors que ça se voyait bien pendant son entrée qu'il y avait un truc qui allait pas. Après, c'était peut-être pas suffisamment gênant pour l'empêcher de catcher, mais en tout cas, le KOD était pas très très beau dans son exécution. Ensuite, on a Liv Morgan qui va éliminer Bianca Belair sur un petit paquet qui, pareil, était pas très joli, enfin, du moins sur l'amorce du petit paquet où Liv Morgan a galéré à attraper Bianca Belair. Et ensuite, Becky Lynch a directement aligné Liv Morgan avec un Man of the Slam, pareil, qui était dégueulasse. Je veux dire, Becky Lynch, d'habitude, ces Man of the Slam, ils sont plutôt beaux. Elle projette bien la personne en l'air et tout. Là, t'as eu l'impression que Becky Lynch a galéré à soulever Liv Morgan. Je dis, tu galères à soulever Nia Jax ou Piper Niven quand t'as un gabarit très sec. Ok, mais là, tu galères à soulever Liv Morgan. Je suis sûr qu'elle fait le même poids que moi, elle doit faire à peine 50 kilos, un truc dans le genre. Et tu galères à soulever Liv Morgan. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je veux dire, il n'y a rien qui va, il y a plein de prises qui sont un peu ratées ou très approximatives. Et en plus, les finishers sont pas hyper jolis. Tu te dis, mais il s'est passé quoi dans ce match? Parce que bon, là, pour Liv Morgan et Becky Lynch, on peut pas trouver l'excuse d'un problème de santé, quoi. Euh, mais bon, victoire de Becky Lynch, voilà, la foule est contente. Voilà, le match était quand même sympa. En commentaire, j'ai mis que le public chantait surtout pour Becky Lynch et Tiffany Stratton. Et j'ai mis une note de 2,5 sur 5. Hein. Pour moi, ça vaut pas plus. Hein. Je me suis ennuyé pendant quasiment tout le match.
En plus, comme j'ai dit, hein, beaucoup d'approximations par moment. Les finishers qui en général sont des moments que t'aimes bien regarder, qui sont cool. Genre Randy Orton, il a pas raté ses RKO quoi. Là, t'as beaucoup de finishers qui sont un peu ratés. Pas l'Oblivion de Liv Morgan. Ça faut reconnaître, Liv Morgan, elle a super bien géré son Oblivion. Mais les autres finishers étaient dégueulasses à regarder. Ensuite, on a eu en second match un match qui était sympa, mais pas beaucoup mieux. Mais je pense que, à mes yeux, ce qui fait que j'ai pas non plus surkiffé ce match, c'est la longueur du match. Puisque le match, ce que j'ai cru comprendre en regardant la vidéo de Story, c'est qu'il a duré quasiment 20 minutes. Un tout petit peu moins, mais quand même presque 20 minutes. C'est énorme 20 minutes pour un match. Surtout pour un match par équipe. Alors tu m'étonnes, le show il fait 3h30, t'as que 4 matchs dedans, alors forcément ils vont étirer les matchs. Et ça s'est beaucoup ressenti. Et je pense que c'est un gros défaut aussi de trop étendre les matchs. Ou d'un moment, même si t'es la WWE, bah, fais des PLE de 2 heures comme pour NXT et puis au moins fais des matchs de qualité. Parce que là, tu fais des matchs qui s'étirent et au bout d'un moment, bah, tu t'ennuies, quoi. Il faut le dire. Au moins, dans le main event, ils ont fait un match plutôt un peu plus court, mais au moins, on s'est pas ennuyé dans le main event. Là, dans ce match-là, ils auraient pu enlever au moins 5 à 7 minutes et le match aurait été beaucoup mieux, quoi. Beaucoup plus dynamique. Et ça aurait été bien. Du coup, les New Catch Republic, Tyler Bate et Pete Dunne contre Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor pour les titres unifiés. À nouveau, mon prolo c'était Judgment Day. Hein. On savait tous que Judgment Day allait pas perdre contre une équipe contre laquelle il n'y avait aucune construction. Alors je sais plus comment ils ont eu le match de championnat, mais il n'y a pas plus de construction que ça. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux équipes, donc bref, pas vraiment d'intérêt. Et en soi, dans le résumé, j'ai pas noté grand chose. Hein. Le match est un match classique. Beaucoup de côté technique, côté New Catch Republic, avec beaucoup de filoutage côté Judgment Day. Pete Dunne, non, Tyler Bate, qui a beaucoup servi de bouc émissaire, qui a beaucoup pris cher pendant le match et tout. Et du coup, Pete Dunne qui a fait le hot tag. Ça, je trouvais ça un peu dommage parce que Tyler Bate, je l'aimais bien à NXT. Donc le voir là servir juste à se faire tabasser et ensuite pas avoir de gros moments comme Pete Dunne, je trouvais ça un peu triste. Euh, mais du coup, on aura plusieurs interventions de Dominic Mysterio, dont une où il va sauver Finn Balor en mettant son pied sous la corde et il va plus ou moins se cacher, l'arbitre va pas le voir. Sauf que Tyler Bate justement va le dénoncer, il va dire à l'arbitre non mais oh, il y a lui qui est là, qui a déplacé son pied et tout. L'arbitre elle regarde et fait ah oui tiens Dominique qu'est-ce que tu fais ici par terre là comme ça te cacher derrière le ring hein. Du coup, Dominique essaye de se défendre, mais l'arbitre renvoie Dominic Mysterio backstage. Voilà, donc l'arbitrage, c'est toujours un gros bordel à WWE. C'est une fois sur 1000, ils vont écouter ce que les faces disent et enfin dégager la personne qui est aux abords du ring. Et une fois, les 99,89 autres fois, ils vont pas écouter, ça va permettre aux heels de gagner. Enfin bref, c'est toujours très aléatoire. Là, c'était marrant de voir Dominique se faire dégager. Bref. Mais au final, la fin était plutôt intéressante. Avec un double chokeslam de la deuxième corde. Donc, s'attendait à ce que Pete Dunne et Tyler Bate fassent une souplex pas à Finn Balor, à Damien Priest. Sauf que c'est bien lui qui va envoyer un chokeslam sur ses deux adversaires. Et ensuite, du coup, Finn Balor qui avait fait le tag pendant juste avant la prise quoi, en profite pour faire son coup de grâce sur Pete Dunne et conserver les titres par équipe. Donc Reign qui commence à devenir long, pas hyper intéressant. Il est vraiment temps qu'on split les ceintures du côté de WrestleMania ou quelque chose comme ça parce que
Bah, j'aime beaucoup Finn Balor, j'aime bien Damien Priest, mais bah, ça commence à tourner en rond, quoi. Voilà. En commentaire, j'ai mis que la présentation de Dominic Mysterio pour le Judgment Day était marrante, parce qu'il a dégagé le mec qui présentait les équipes pour lui-même euh, faire celle du Judgment Day, et on l'entendait quasiment pas. C'était très drôle, même en Australie, il se fait huer comme il n'y a pas. C'était vraiment très cool. Et du coup, j'ai noté le match 2,75 sur 5 parce que bah, le match était cool, mais à nouveau, on est en PLE. Donc, déjà en PLE, tu es censé avoir mieux qu'un petit peu mieux, un peu plus de qualité. Tu es censé avoir quand même de l'histoire et tout de raconter. Et là, t'as que dalle. Alors que ben, PLE, c'est pas un weekly, tu es censé avoir quand même un petit peu mieux. Et là, bah, clairement, c'était un match que tu retrouves facilement en weekly, donc très dommage. Et, et voilà, un match trop long, beaucoup, beaucoup trop long. Donc j'ai noté 2,75 sur 5. Ensuite, ce qui est pour moi le meilleur match de la soirée, mais qui n'est pas non plus noté très très haut, mais vous verrez, c'est l'Elimination Chamber masculin. Donc avec Randy Orton, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Logan Paul, LA Knight et Kevin Owens. Mon pronostic c'est Drew McIntyre et vous allez voir que puis quand même en étant spoilé, on peut quand même apprécier un match. Voilà, parce que celui-là je l'ai vraiment bien aimé. Et je pense qu'il est même meilleur que d'autres Elimination Chamber masculins qui aient pu exister. C'est pas mon favori, hein, il y en a eu des beaucoup mieux, mais il est quand même assez qualitatif. Ouais. Du coup, on commence avec LA Knight et Drew McIntyre. En soi, c'est plutôt sympa, il se passe pas grand chose d'intéressant, mais le public est à fond derrière LA Knight. Il y a même un moment donné où il prend la tête de Drew McIntyre, il le frappe contre les pods et tout, et à chaque coup, t'as le public qui est en mode yeah, 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 c'était plutôt marrant. Il fait ça aussi au niveau du pod de Kevin Owens, et Kevin Owens il tape aussi le pod en même temps pour qu'il y ait vraiment de l'intensité des deux côtés, c'était plutôt intéressant aussi. Euh, on a Kevin Owens qui entre en 3. Là, c'était intéressant, mais il se passait pas grand chose. Ensuite, Bobby Lashley est rentré en 4, Randy Orton en 5, Logan Paul en dernier. À chaque fois, quand ils arrivent, ils prennent un peu le dessus, et petit à petit, bon, ouais, il se passe plus grand chose d'intéressant. Et voilà, j'ai noté des petits trucs quand même de sympa dans le match. J'ai noté Bobby Lashley qui va détruire deux pods. Un en jetant Kevin Owens à travers un pod, ça c'était plutôt intéressant. Et l'autre où il va carrément envoyer une grosse pire sur Logan Paul. J'ai eu peur que Logan Paul esquive, mais non, il se l'est bien pris et tout, c'était très cool. Mais au final, Bobby Lashley va se faire éliminer en se chopant une Claymore Kick de Drew McIntyre. Alors, je sais plus si c'est celle qui prend direct après. Donc quand il fait le spear qui ressort, t'as Drew McIntyre qui lui envoie un Claymore Kick et ensuite qui le fait rouler à l'intérieur du ring pour faire le tomber. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou un peu plus tard, mais je crois que c'est à ce moment-là où il réussit le tomber. Au final, pendant la sortie de Bobby Lashley, il y a AJ Styles qui va intervenir avec une chaise pour agresser LA Knight. Il va le démonter. Il va même porter le Styles Clash à travers la chaise. Et Drew McIntyre va en profiter pour faire un peu un tombé opportuniste. Par la suite, c'est Randy Orton qui va éliminer Kevin Owens avec un RKO. Voilà, plutôt sympa. Et Randy Orton va également éliminer Logan Paul. Et là, la scène, franchement, elle est géniale. Donc, c'est peut-être une des meilleures scènes du match. Où tu as Logan Paul qui te sort son point américain de son pantalon là. Et tu vois, il le met, et puis il fait le fanfare en mode yeah, regardez, j'ai mon point américain et tout. Il fait là, avec ça, je peux dégommer tout le monde. Il se prépare. Et le truc génial, c'est que d'un coup, t'as Randy Orton qui arrive de nulle part avec un RKO qui est magnifique. T'as Logan Paul qui est vraiment KO. Et là, il fait le tomber. 1, 2, 3, paf. Plus de LA Knight. Et c'était vraiment trop trop cool. J'ai adoré ce moment. Surtout que je suis pas un fan de Logan Paul, donc c'était pardon, très jouissif comme moment. Et ensuite, bah, ce qui va se passer, c'est que
Randy Orton va réussir à placer un RKO sur Drew McIntyre, et là tu te dis waouh, est-ce que finalement c'est Randy Orton qui va l'affronter Seth Rollins et tout. Randy Orton ensuite il se prépare, là il fait sa position où il tape des points au sol et tout, tu te dis aïe aïe aïe, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, et là au moment où il s'apprête à placer le RKO, je crois que Drew le repousse, et t'as Logan Paul qui apparaît, paf, il met une grosse droite avec le poing américain sur Randy Orton. Euh, Drew McIntyre, il fait le tomber sur Randy Orton, et il ira affronter Seth Rollins, hein. Le prono de Drew McIntyre était hyper logique. Franchement, je vois pas comment on aurait pu pronostiquer quelqu'un d'autre que Drew McIntyre. Euh, En commentaire, j'ai mis des fins de catcheurs un peu chelous, ou qui pourraient déplaire à des gens. Je pense justement à Randy Orton qui se prend le coup de poing américain de Logan Paul, à AJ Styles qui intervient contre LA Knight. Après, on avait déjà eu ça l'année dernière, mais où c'était Logan Paul qui avait agressé, qui je crois avait agressé Seth Rollins, hein, si je dis pas de conneries. Bref, donc des gens qui en profitent que des catcheurs sortent pour rentrer et agresser quelqu'un, c'est monnaie courante. Il y a aussi Shawn Michaels dans les années fin années 2000 qui avait réussi à rentrer dans la cage pour faire perdre le match à l'Undertaker. Donc, bref, c'est pas d'aujourd'hui que des catcheurs trouvent un moyen d'entrer dans les Elimination Chamber. Tac, tac, tac. Ensuite, j'ai mis fin. Non, les gens. Voilà, alors ça, c'est ce qui fait que je me suis beaucoup ennuyé au Chamber féminin. Et que celui-ci, je me suis un peu ennuyé par moment aussi. C'est que les gens n'arrêtent pas de dormir, comme dans les Wargames, comme dans le Royal Rumble. C'est insupportable. On se fait chier pendant ces moments-là. Vraiment, et même Randy Orton, il est arrivé, il a fait un DDT, et ensuite il est resté couché pendant au moins 5 minutes. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce match? Genre, les Elimination Chamber, habituellement, ils sont hyper dynamiques, t'as de l'action partout dans le ring. Là, j'ai pas compris. Cette année, à chaque fois, t'avais deux catcheurs qui se battaient, les autres qui dormaient. Et pareil pour le Chamber féminin. Sauf que le Chamber féminin, c'est encore pire parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui se racontait. Donc, franchement, ouais, très 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 décevant les Chambers de cette année. Habituellement, il y a des trucs de fou dans tous les sens. Des fois, t'es même limite en mode calmez-vous, je sais plus où donner de la tête. Là, bah, t'avais clairement de quoi donner de la tête, hein, puisque tout le monde dormait à chaque fois. Bref. J'ai quand même noté le chamber masculin 3,75 sur 5 parce que comparé au féminin, déjà, il y a eu beaucoup beaucoup moins d'approximations. Les finishers étaient très très beaux. Euh, les histoires racontées étaient vraiment pas mal. Genre déjà Kevin Owens, Logan Paul, il y a vraiment quelque chose qui s'est raconté. Déjà dès que Logan Paul était dernier de devoir sortir, Kevin Owens, un direct, il s'est foutu devant le pod pour l'attendre. Il est rentré dedans, il a tabassé dans le pod et tout. Enfin bref, tu sentais qu'il y avait un truc, une animosité entre les deux. Et ça, c'était génial. Et en fait, ce qui est bien, c'est que contrairement au Chamber féminin, où t'as juste l'histoire de Becky Lynch qui est affronté Rhea Ripley, c'est qu'ici, on t'a préparé plein d'histoires pour WrestleMania. Randy Orton qui se fait agresser par Logan Paul, il va très certainement vouloir se venger et finira très certainement dans un triple threat match ou ce genre de conneries à WrestleMania pour le titre des États-Unis, et peut-être même que Randy Orton deviendra champion des États-Unis à WrestleMania, hein. Je place ça là, mais hein, pourquoi pas Randy Orton champion des États-Unis après WrestleMania. Ça peut exister, hein. Ça peut exister, hein. Avec ce qui vient de se passer, ça peut exister. Mais déjà, Logan Paul, Kevin Owens, il y a déjà leur histoire. Randy Orton qui peut s'y rajouter après l'agression de Logan Paul. Bobby Lashley, lui a toujours son histoire avec le clan de Karrion Kross, donc il n'y avait pas grand chose à rajouter sur lui. LA Knight, il y a AJ Styles qui s'est ramené pour lui casser la gueule et continuer leur histoire jusqu'à WrestleMania. Et du coup, dans la logique, il ne restait plus que Drew McIntyre, hein, pour gagner. Et en plus, c'est assez logique avec toute l'histoire actuellement.
où il se vante d'être celui qui a blessé CM Punk, d'avoir aussi, je crois, blessé Seth Rollins, ça j'en suis un peu moins sûr. Mais bref, le mec, il a un perso en plus hyper intéressant avec ce personnage de heel. Donc voilà, donc là, tous les cageurs qui sont là, on voit déjà toute leur route vers WrestleMania se tracer, alors que bah, côté Chamber féminin, à part Becky Lynch, le reste, tu sais pas trop ce qu'elles vont devenir à WrestleMania. Ce qui est assez inquiétant. Mais bon. En tout cas, pour moi, ce match est celui où j'ai passé quand même un meilleur moment dans la soirée. Et du coup, on termine avec le main event. Donc Rhea Ripley contre Nia Jax pour le titre féminin de Rhea Ripley. Mon pronostic c'était Rhea Ripley, hein, franchement. Qui croyait vraiment la défaite de Rhea Ripley, hein? Franchement, personne. Voilà. Le match en soi était sympa. Justement, ils n'ont pas fait l'erreur de faire un match très long comme le match par équipe. Donc là, on a eu un match plutôt honnête, hein. Là, on a eu d'à peine une dizaine de minutes. Donc ça, c'était cool. Ensuite, on a eu un ou deux spots plutôt sympas. On a eu ce spot avec le Samoan Drop de Nia Jax sur Rhea Ripley à travers la table. En plus, avait encore les moniteurs encore debout et il a dû se faire un peu mal. Ensuite, tu as Nia Jax qui monte sur une chaise roulante pour faire une descente du coude sur Becky Lynch à travers la table. Ça, c'était très cool. Pas Becky Lynch, à travers Rhea Ripley, c'était très très cool. On a eu Rhea Ripley qui a quand même placé une souplex de la troisième corde. Ça, c'était vraiment incroyable. Et j'ai mis victoire de Rhea Ripley avec le Rip Tail. Alors, je me souviens pas s'il était joli ou pas. Mais en tout cas, elle a gagné avec son finisher. Et du coup, bah voilà, victoire de Rhea Ripley. On s'y attendait tous. Ce qui a été cool, c'est que bah, Nia Jax a été un véritable danger pour Rhea Ripley, parce qu'on a eu des matchs de championnat, hein, on se souvient de Natalia, où bah, les adversaires étaient pas du tout un danger pour Rhea Ripley. Là, Nia Jax, en fait, ce qui est dommage, c'est que le match est très très mal construit, parce que la WWE a tellement voulu teaser pour WrestleMania Becky Lynch, Rhea Ripley, que bah, ils en ont oublié de teaser bah, Elimination Chamber avec Nia Jax. Ce qui fait qu'au final, bah, personne ne croyait en Nia Jax, alors que, que ce soit dans le match ou même pour ce qu'elle est elle-même, bah, elle est clairement dominante, clairement puissante, clairement dangereuse. Et ce qui est dommage, c'est que bah, on l'a pas construite comme ça, parce qu'il fallait absolument construire Becky Lynch. Et ça, c'est un peu un gros défaut de toute cette histoire. J'ai noté le match 3 sur 5. Voilà, parce que c'est un match en soi qui était sympa, mais j'ai envie de dire un peu sans plus, quoi, dans le sens où on a passé un bon match, c'était rapide, il y a eu 2-3 spots sympas, mais dans la globalité, c'était quand même très bizarre pour une championne comme Rhea Ripley, limite de devoir la créer super forte pour WrestleMania. Parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, parce que si vous regardez le match c'est quand même Nia Jax qui domine quasiment tout le match, et où Rhea Ripley doit trouver des moyens de s'en sortir et tout, alors que c'est elle limite la championne la plus dominante qu'on ait eue depuis quelques années. Et tu te dis, c'est très bizarre comme façon de travailler le match. Après, le match était quand même très bon, hein, y a rien à dire, mais moi, ça m'a donné une sensation bizarre. Après, bon, ça restait quand même sympa. Après 3 sur 5, hein, de toute façon, j'ai jamais trouvé que les défenses de titre de Rhea Ripley étaient incroyables. Et en même temps, on n'a jamais cherché à construire des gens forts pour l'affronter. Et je pense que Nia Jax, on l'avait bien construite pour ce match, ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc je vais m'arrêter là, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'était un show sympa sans plus. Peut-être que si je l'avais vu dans de meilleures conditions, peut-être que j'aurais mis des meilleures notes à certains matchs, je ne sais pas.
Mais en tout cas, bah, malheureusement, avec l'expérience que j'ai expliquée en intro, bah, j'ai mal vécu le show et ça donne ça, ce que j'ai dit pendant le show. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé. Euh, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas du même avis. Après, voilà, moi je suis un peu entre guillemets aigri parce que j'ai mal vécu le show, mais parce que j'avais pas les bonnes conditions pour le vivre. Sinon, bah, je lui souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Heureusement, mon PC noir sur lequel je fais mes vidéos et tout, est revenu. Il est revenu à la vie, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on va pouvoir refaire des vidéos aussi en temps et en heure. Parce que voilà. Là, je suis en train de mettre en ligne une vidéo de Pékin Express, hein, ce que je disais. Euh, il reste encore 1 heure et demie. Je crois que ça fait depuis 13 heures ou 14 heures que la vidéo est en train de se mettre en ligne, hein. En même temps, bon, après, il faut dire que je suis en vacances et que là où 8 km d'Adacalypsie, le réseau est à chier et les vidéos mettent toujours très longtemps à se mettre en ligne. C'est chiant, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, on fait avec. Mais vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, NXT, tout ça, sortiront plus en temps et en heure que avec Elimination Chamber. Bah voilà. Bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Ciao.